Vous êtes là sur Thierry Ravasso, que je vous demande d'applaudir. Thierry qui est un petit peu la mémoire de Nikon pour nous, Nikon France. C'est lui qui connaît tout. Dès qu'on a un doute, on l'appelle au secours. La preuve là pour passer les slides, tu les as là. D'accord. Thierry, si tu devais te présenter. Eh bien, fou furieux de Nikon depuis 37 ans. Photographe publicitaire, passionné, utilisateur de Nikon. Et j'ai pris la piqûre dans les années 80 et elle ne m'a jamais quitté. Donc je m'en sers aujourd'hui de mes Nikon, mais je les collectionne surtout. Et je suis un grand fêlé de Nikon. On fait un petit sondage rapide. Dans les références Nikon, objectifs et matériel confondu et flash, qui a plus de 5 références? Qui a plus de 10 références? Tu joues pas, toi? Ah si, pardon. Qui a plus de 50 références? Ah. Qui a plus de 100 références? Qui a plus de 200 références? C'est vente aux enchères. Qui a plus de 300 références? Bruno, tu baisses à 400? 450? Plus de 500 références? Ouais, il a gagné quand même. Ouais. Donc une très belle collection. Et je crois qu'on peut voir une partie de ta collection dans un musée. Oui, à Saint-Bonnet-de-Mur, à côté de Lyon. Une petite partie de la collection est exposée dans une salle dédiée à Nikon. Voilà, mais il y a beaucoup d'autres appareils. On commence en 1839 avec du matériel daguerréen. Allez, c'est parti, c'est à toi de jouer. Donc, 1917, naissance de Nikon. Nikon est né en fait de la fusion de 3 sociétés à la demande du baron Iwasaki. C'était un monsieur très proche de la famille Mitsubishi. C'est pour ça que Nikon a encore des relations très proches avec Mitsubishi. Et ce monsieur a voulu créer une société qui regroupait 3 sociétés d'optique historiques au Japon. Le Japon devait pressentir qu'ils allaient approcher une période de guerre et ils avaient envie de se démarquer de l'Europe. Ils avaient envie de ne plus être tributaires de l'Europe pour acheter du matériel photo, du matériel optique ou tout simplement du verre optique. Donc ils ont décidé de créer une société, la Nippon Kogaku, qui veut dire optique japonaise, qui était censée devenir la société d'État pour fabriquer tout le matériel photographique dans l'avenir, mais surtout optique. On critique les Japonais en disant qu'ils ont copié, c'est pas vrai. Les Japonais ont recherché des spécialistes en optique, ils les ont trouvés en Allemagne. C'était la fin de la guerre, les Allemands devaient être et au chômage et très mal en point. Et il y a 8 ingénieurs allemands qui sont partis à Tokyo, invités par Nikon, pour leur apprendre à faire de l'optique. C'est pour ça que les premières optiques japonaises étaient étrangement proches des optiques allemandes, puisque c'est des Allemands qui leur avaient appris à les faire. Entre autres, vous avez Tsuneyama, qui a été le premier ingénieur japonais de Nippon Kogaku, qui a bénéficié de ses cours. Et en 1928, les Allemands sont repartis et Nikon s'est débrouillé à voler de ses propres ailes. Les tout premiers produits Nippon Kogaku sont des jumelles. Vous avez entre autres ici des Orion ou des Novar. Il y a aussi des Micron, qui ont été les tout premiers produits commercialisés par Nikon. Un des tout premiers produits aussi fut un microscope. Celui-là que vous voyez en image, malheureusement, on n'en a aucune trace. Mais le tout premier qu'on a, c'est le Joico. C'est un microscope de 1926, j'en ai un au musée. C'est le tout premier produit vendu par Nikon, commercialisé par Nikon. La société s'appelait Joico, Japan Optical Industry Company, et était censée commercialiser les produits Nikon. Les toutes premières optiques. Alors, désolé pour les possesseurs de Canon s'il y en a ici, mais les tout premiers objectifs Nikon surproduits pour Canon. Canon n'était pas un fabricant d'optique. Tout le matériel des télémètres, tout le matériel qui concernait du verre, de l'optique, était fait par Nippon Kogaku et était vendu à Canon, en étroite symbiose, bien sûr. Le tout premier objectif était fait pour équiper le Hansa Canon, qui était un Canon télémétrique, monture à vis, même monture que les Leica. Et ce sont donc des Nippon Kogaku qui étaient montés sur ces appareils. L'usine de l'époque, Nikon, était surtout à Ohi. Ohi, c'est un quartier de Tokyo. C'est l'usine principale. Elle a été construite en 1933 et elle vient d'être démolie. Donc c'est le plus vieux bâtiment de Nikon. On a eu beaucoup de chance parce qu'il n'a pas été détruit pendant la guerre. Il y a des gens qui disent que c'est volontaire. Moi, je pense que c'est le hasard.
mais c'est un des rares bâtiments de Tokyo qui n'a pas été démoli. Donc, avant la guerre, grand effort de guerre pour l'armée japonaise. Nikon était devenue la fabrique d'optique pour l'armée japonaise. 23 000 employés, 14 usines qui travaillaient pour l'effort de guerre. Donc des jumelles, des télescopes, du matériel photographique déjà, mais pas pour des appareils photo Nikon. Entre autres, je pense qu'il y en a une en photo. Oui, voilà. Sur la droite, vous avez une S400. C'était une caméra aérienne qui était fabriquée par Konica. Et les optiques il y avait des optiques Konica, mais il y avait aussi des optiques Nikon. Donc Nikon était très célèbre pour tout son matériel militaire. Certains objets sont très rares et très recherchés par les collectionneurs, d'ailleurs. Vous avez ici ce qu'on appelle des jumelles de tranchée. C'est une paire de jumelles qui permettait aux soldats de voir sans se faire tirer dessus dans les tranchées. Voilà, ça c'est un des outils les plus rares parce il équipait les croiseurs et les bateaux de marine japonaise. C'est un télémètre. Les télémètres Nikon arrivaient jusqu'à faire 15 mètres de long, ce qui expliquait qu'ils avaient une précision diabolique. La marine japonaise était la marine dont l'artillerie était la plus performante à cause justement des télémètres Nikon. Ça, je pense qu'il n'y en a plus aucun, ni même dans un musée, puisque tous les bateaux ont été coulés, je pense. Alors voilà donc le tout premier Canon. Il est exposé au musée de Tokyo. C'est donc un 5 cm 3.5 qui fut le précurseur de toutes les optiques pour les boîtiers Nikon et qui au départ équipait la société Hansa Canon. Il existe aussi un très rare objectif qu'on appelle Hermès, parce que c'est le tout premier objectif d'agrandisseur et c'est le précurseur pour ceux qui ont fait du labo des EL Nikkor. L'Hermès est un 5 cm 5 le premier, pardon, qui était fabriqué pour le premier agrandisseur japonais qui était un Canon. Voilà, donc avec la fin de la guerre, vous vous doutez que le Japon était en très mauvais point. Il a fallu se recentrer. Il n'y avait plus qu'une seule usine, donc celle de Ohi, la fameuse usine au cœur de Tokyo. 1400 employés. Et il fallait bien faire vivre cette usine. Il y a d'ailleurs une petite parenthèse que j'ai appris il n'y a pas longtemps. Après-guerre, il y a toute une série de petites sociétés d'optique japonaises qui ont vu le jour, fabricants d'appareils photo, fabricants d'optique. Ce sont certainement une partie des employés de Nikon, des 23 000 employés. Une partie est morte à la guerre, mais une partie était toujours là, qui se sont reconvertis et qui ont créé des petites sociétés. Ça explique la naissance de toutes ces sociétés après-guerre. Nikon, donc en 1945, avait un gros problème, il fallait qu'il relance la production. Alors, c'était la reconstruction du Japon. Le Japon était commandé par le général MacArthur, général américain, qui avait comme mission de faire redémarrer le Japon sous son contrôle. Et Nikon a pensé à faire deux choses. Ils ont d'abord, bien entendu, continué à faire des jumelles. Ils n'avaient plus le droit de faire de matériel militaire, donc des jumelles civiles, entre autres des jumelles de théâtre, les Micron, qui ont été tout de suite eu un succès mondial. Et ils ont eu deux projets. Un réflexe biobjectif, façon Rolleiflex, et un télémétrique. Le biobjectif, ils ont abandonné le projet pour une raison très simple que j'ai appris il n'y a pas longtemps. 1945, avoir du métal pour faire des obturateurs et trouver une société capable de faire des obturateurs centraux, ils ont dit, on part dans une galère, on ne le fait pas. Donc ils sont partis sur les télémètres. Mais avant, merci le général MacArthur, parce que Nikon n'existerait peut-être pas aujourd'hui s'il avait dit non, Nikon avait un gros souci. Ils étaient en panne de verre optique. Le verre optique, c'est des fûts de verre de très haute qualité qu'on découpe ensuite en lamelles pour faire des optiques. Et il fallait redémarrer les fours qui n'avaient pas fonctionné pendant plusieurs années. Tokyo était à court d'électricité, donc ils ont demandé au général MacArthur, et le général MacArthur a signé une ordonnance. Il a fait couper l'électricité dans toute la ville pour qu'il y ait suffisamment d'énergie qui arrive à l'usine de Nippon Kogaku et qu'on puisse redémarrer les fours. Si le général MacArthur avait dit non, nous ne serions peut-être pas là aujourd'hui. Donc, projet d'un 24-36, enfin c'était un 24-32, c'est le Nikon 1, et projet d'un 6.6 biobjectif. Le 6.6 biobjectif n'a donc pas été plus loin. Je ne sais pas s'il y a un proto, j'en ai jamais vu pour ma part. Alors, 1947, vous le voyez, c'est l'usine de Ohi, que vous voyez surtout en bas. C'est celle-là qui vient d'être démolie parce que elle correspondait plus du tout au monde moderne. Ça a été, au Japon, c'est fut un grand moment de la destruction de l'usine. Et voilà ce qui s'est passé. Donc, à partir de 1946, parce qu'il a fallu 2 ans,
Nikon a commencé à travailler sur un projet, le Nikon 1. Alors celui-là, chez les collectionneurs, on l'appelle Mava One. C'est 6091. 6, c'est pour 46, 09, c'est pour septembre, et 1, c'est parce que c'est le numéro 1. C'est le tout premier prototype qui a été fait par Nikon pour faire le Nikon 1. Alors, il a failli bien échapper à la destruction. C'est en 97 qu'il a été retrouvé tout à fait par hasard par un archiviste qui a trouvé un carton dans un bureau de l'usine, et dedans, il y avait Mava One. Donc, on l'a échappé belle parce qu'il a failli disparaître à jamais. Ça a été très long. Ils ont fait des projets en 39 à vis. Ils pensaient faire peut-être un boîtier pour utiliser les optiques Leica, enfin les montures Leica. Et finalement, ils ont pensé que c'était pas bon, la monture Leica n'était pas fiable. Ils ont fait leur propre monture, qui est une variante de la monture Contax. Et ils ont sorti le Nikon 1. Donc le Nikon 1, c'est la première fois que le nom Nikon apparaît. Il y avait déjà le nom de Nikkor, N-I-2-K-O-R, mais Nikon n'existait pas. Ils l'ont créé avec un but marketing en disant que ça sera un mot facile à prononcer dans toutes les langues du monde et il aura peut-être plus de succès que Nippon Kogaku, qui est le nom de la société qui est resté jusque dans les années 80. La société s'appelait Nippon Kogaku jusqu'en 80. Le tout premier Nikon 1, donc, a été mis en vente au Japon et il n'a pas eu un succès énorme. D'abord parce qu'il n'y avait pas d'export. Il y a eu des tentatives de vente à Hong Kong qui se sont soldées par des échecs. Bilan, le Nikon 1, c'est le premier, mais ce n'était pas le meilleur. Il y a eu beaucoup de retours. On estime qu'il y en a environ 250 qui ont été commercialisés dans le monde, pas plus. Les tout premiers Nikon 1 ont été modifiés ensuite. Là, vous avez du Nikon 1 et du Nikon S. Les tout premiers Nikon 1 ont été transformés en M. C'est pour ça qu'il y en a aussi peu. Il y en a eu 850 officiellement de fabriqués, mais en fait, il n'y en a que 250 qui ont atteint le marché. Alors, qu'est-ce qui a lancé Nikon? Eh bien, c'est notre ami David Douglas Duncan, qui va avoir 102 ans dans 2 mois. Un grand monsieur. Il est arrivé au Japon en 1950, et il était équipé de Leica. Et il a rencontré un Japonais, John Mickley, qui lui a présenté Nikon, qui a surtout fait une photo de lui un soir, à la nuit tombée. Et David lui a dit, attends, ta photo, elle est nulle, elle ne sera jamais bonne, c'est pas possible. Et le lendemain, le Japonais lui a amené un 18-24, noir et blanc, où il était étonnamment bien éclairé. Et David lui a dit, mais t'as fait ça comment? Il dit, avec mes objectifs, avec mes Nikon. Et David a demandé à avoir des Nikon. Il a eu un 50, un 85, un 135, qu'il a monté sur ses Leica. Il a abandonné ses optiques Leica, et il a fait toute la guerre de Corée avec du Nikon. Quand il est retourné aux États-Unis, Time Life, puisqu'il travaillait pour Time Life, il a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as changé? Il a dit, mes optiques, tout simplement. Time Life a été tellement bluffé qu'ils ont importé eux-mêmes une dizaine de kits Nikon S plus optiques pour les offrir à leurs équipes de travail, à leurs reporters, pour qu'ils puissent tester le matériel Nikon. Donc Nikon voue une remarquable remerciement à David Douglas Duncan. Au Japon, il est appelé la légende vivante, parce que c'est un monsieur qui, d'après eux, les a introduits aux États-Unis, qui est le marché numéro 1 de Nikon, il faut s'en douter. David Douglas Duncan aura 102 ans, il va très bien, il habite dans le sud de la France. C'est un monsieur formidable, qui entre autres a été le photographe de Picasso. Alors il est mondialement connu, il a fait des tonnes de bouquins sur la guerre de Corée et autres. Alors, le Nikon S est sorti ensuite. Le Nikon S était le premier 24-36 de Nikon, mais il n'était pas encore parfait. Il avait encore des bobines, des boutons de rembobinage, alors que le S2 que vous voyez ici est le tout premier qui avait une manivelle. Et il a eu le vrai premier succès du matériel télémétrique de chez Nikon. Nikon, dès le départ, a été très connu pour ses optiques, parce qu'ils avaient la meilleure gamme d'optiques au monde. Ils avaient déjà du 21 mm jusqu'au 1000 mm. Pas encore de zoom, mais c'était la plus belle gamme d'optiques au monde. Ils ont surtout terminé avec le SP. Le SP, c'était un 24-36 aussi, mais pour ceux qui connaissent les télémétriques, il avait les cadres du 28, du 35, du 50, du 85, du 105 et du 135. 28, c'était un peu petit, mais c'était jouable. Et il était motorisable aussi. Donc vous aviez le parfait appareil pour tout ce qui était reportage. Il y a même une tentative de demi-format, le S3M, c'était en 24-36 à la base, mais ils l'ont fait en 18-24 à la française, il faisait 72 images. Il est très rare. Mais ils ont arrêté les télémétriques en 63, pour une raison bien simple,
la naissance du Nikon F. Le Nikon F, c'est avec lui que tout a commencé. Parce que Nikon a pondu, sans le savoir, une référence. C'est devenu le premier appareil au monde au niveau boîtier réflexe, à cause de son design, à cause de sa qualité, de ses capacités. D'ailleurs, aujourd'hui, dans les écoles de design, ils l'utilisent encore comme modèle. Parce que le designer qui l'a fait a fait une œuvre d'art qui, depuis 1959, existe encore. Vous avez ici à droite un prototype. Au départ, ils avaient même pensé faire un viseur extérieur, puis ils se sont aperçus que ça ne servait pas à grand-chose. Finalement, vous avez l'évolution du Nikon F. Alors, qu'est-ce qui a fait le côté fabuleux de Nikon F? C'est sa modularité. Les optiques étaient interchangeables. Donc, je vous l'ai dit, du 21 au 1000 mm. Les viseurs étaient interchangeables. Vous aviez des moteurs. Alors, au départ, le premier appareil n'avait pas de cellule. Donc, parce que les cellules internes n'existaient pas. Donc, on pouvait adapter une cellule externe. Couplé vitesse diaphragme, contrairement au Leica, qui était couplé que aux vitesses. Lui était couplé vitesse diaphragme. Parce que sur les optiques, il y avait la fameuse fourchette qui, à l'époque, les gens se demandaient à quoi elle servait. Elle allait servir au futur couplage. Parce qu'ils avaient des protos, mais ils ne tournaient pas. Tout premier prisme réflexe, à cellule intégrée, mais elle n'était pas TTL pour le moment, elle était externe. Puis ensuite, ils ont eu des viseurs à cellules. C'était l'avantage de Nikon. Il suffisait de changer le viseur et votre appareil était au goût du jour. Il était produit de 1959 à 1973 avec beaucoup de variantes. Là, vous avez devant ce qu'on appelle les tick marks. C'est les toutes premières optiques qui étaient reconnaissables par différents critères. Et ça, c'est un des tout premiers appareils. C'est le 203e Nikon F jamais fabriqué. Alors, il y avait des versions noires pour les pros, le fameux viseur sans cellule, le premier viseur avec cellule qu'on appelle flag, drapeau, parce que le contact, c'était le petit contact qui était dessus, le petit volet. Les premiers moteurs, donc moteur 250 vues, c'était extraordinaire pour l'époque. N'importe quel boîtier était motorisable, hein. Il ne fallait pas avoir un boîtier spécial, on pouvait après le transformer. Ensuite, ils ont fait des moteurs et des alimentations compactes. Moi, c'est avec cet appareil que j'ai commencé ma collection. C'était l'appareil typique de Blow Up, si vous l'avez vu, qui est un monstre du cinéma. Et c'est l'appareil qui m'a décidé à acheter un Nikon. Alors, bien entendu, on ne pourrait pas parler de Nikon sans parler des optiques, puisque je vous l'ai dit, Nikon est un opticien. C'est eux qui ont fondé les bases de beaucoup d'optiques modernes. Ce n'est pas eux qui ont inventé le premier zoom, mais ils ont fait un des zooms les plus performants. Le 85-250, en fait, n'a pas été fait pour la photo, il a été fait pour la télévision au départ. Mais il a vite dévié en photo. Tout à l'heure, la question. Alors, dans les nouveautés et les inventions, ça par contre c'est eux, ils ont fait les tout premiers fisheye. Ce fisheye n'était pas un objectif, c'était un appareil photo. C'est un appareil photo format 120 qui faisait donc du 6.6 et qui était fait pour faire de la photo astronomique. Les fisheye ont été conçus pour ça dès le départ. Aujourd'hui, un des plus rares, d'ailleurs vous en avez un exposé derrière moi, dans le mur, vous avez le 6 mm de 8 qui fait 220 degrés d'angle, qui ouvre à 2.8 et que vous montez sur n'importe quel appareil. Parce qu'on en parlera tout à l'heure, mais l'avantage de Nikon, c'est la compatibilité totale. Là, vous avez une bête. Alors, chez nous, les collectionneurs, on l'appelle le Graal. C'est le 13 mm. C'est le plus grand angle orthoscopique. Ça n'est pas un fisheye. Il ne déforme pas. Et c'est une bête de course. Je vous en ai amené un. Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que cet objectif a donc 40 ans et il est monté sur un D850 qui est tout neuf. Et ça marche très bien. J'ai juste indiqué à l'appareil que j'avais un 13-5-6, il le sait, la cellule le sait, donc j'ai même l'apparition des diaphes, comme si c'était un appareil, un objectif d'aujourd'hui. 40 ans d'existence, 118 degrés d'angle. Voilà. Ah mais ça marche. Je crois qu'on peut l'applaudir. C'est un peu improvisé. Hein. Allez, je te laisse continuer. Voilà, donc j'ai voulu vous amener ça parce que c'est un des fers de lance de Nikon. C'est cette compatibilité depuis avril 1959, sur cette compatibilité totale. Il y a même mieux avec le DF, vous montez même des optiques non AI. C'est-à-dire des optiques de 59, vous les montez sans problème. Elles ne seront pas autofocus, bien sûr, mais vous aurez même l'assistance à la mise au point. L'appareil vous dira si vous êtes net avec une optique qui a 60 ans. C'est quand même pas mal. Hein. Alors, ensuite, après cette petite merveille,
on va parler d'autre chose. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, et ça va jusqu'au 1000 mm, il y a même eu des 2000 mm. Le 2000 mm, c'était une optique. Alors, j'ai su par Nikon France qu'en France, ils en avaient vendu 2 à l'EDF. EDF les avait achetés pour photographier les têtes de pylônes. Si vous photographiez une tête de pylône, ça vous évite d'envoyer quelqu'un pour la vérifier. Donc, ils photographiaient les têtes de pylônes, certainement avec un gars en voiture qui faisait le tour. Après, ils développaient, et s'il y en avait une qui avait besoin d'être réparée, ils envoyaient quelqu'un. Merci Nikon. Ça vaut très cher, c'est très rare le 2000 mm. Alors, Nikon est aussi le créateur donc, de zoom extrême. C'est eux qui ont inventé tous les zooms qui ont été consacrés au sport. Entre autres, il y a le 372-100, mais il y a surtout le 1200-1700. 1200-1700, c'est un monstre qui fait 18 kg, qui ouvre à 11. Il y en a eu 17 de fabriqués. Officiellement, il y en a 10 qui ont été vendus à une agence américaine. On ne sait pas laquelle, mais on devine. Et qui servait à l'étude des gangsters, des voyous, des trafiquants ou pour les militaires. Les 5 autres ont été vendus aux 5 plus grands groupes de presse mondiaux. Donc il y avait Reuters, il y avait la Corriere del Sierra en Italie, qui le ressort de temps en temps. Et officiellement, il y en a eu 15. Mais en fait, il y en a au moins 17. Parce qu'au musée à Tokyo, il y a le numéro 16 qui est exposé. Et j'ai un ami en Slovaquie qui est le numéro 17. Donc il y en a eu au moins 17 de faits, mais certainement pas plus. Il valait 95 000 $ à sa sortie en 1995. C'est introuvable. Celui-là, je ne l'ai pas dans ma collecte. C'est une bête. Alors sinon, il y a des optiques légendaires. Celui-là aussi, vous l'avez. Il est dans une vitrine derrière. 300 mm f2. Ça, c'était pour la chasse photo. Il est très recherché par les gens du cinéma. Il est transformé en monture à réflexe. Et aujourd'hui encore, les gens du cinéma l'achètent très très cher. C'est une optique fabuleuse. Imaginez la faible profondeur de champ, 300 mm à 2. Alors Nikon a conquis, je vous le disais à l'instant, le 7e art. Et beaucoup de réalisateurs et de réalisateurs de films ont utilisé des Nikon. Alors, des Nikon dans le film lui-même, Blow Up est un des exemples. Blow Up a certainement créé le plus de photographes de mode au monde que n'importe quel autre film. Tout le monde a rêvé d'être comme David Hemmings, photographe de mode. Il utilisait du Nikon F et de la Hasselblad, mais beaucoup de Nikon F. La guerre des étoiles a utilisé beaucoup d'optiques parce que vous savez que les maquettes de la guerre des étoiles, c'était des maquettes. Mais pour les photographier, il fallait des optiques grand angle pour obtenir ces effets de fuyante fabuleux qu'on a. Et bien, c'était des optiques Nikon. Vous avez les optiques qu'a utilisé Lucas à droite. Et il a utilisé aussi le 15, qu'il adorait, tous les objectifs à décentrement aussi. Et ce qui est très curieux, on ne le sait pas toujours, dans Indiana Jones et le Temple maudit, vous avez aussi du Nikon, et qui a permis de faire les images. Dans ce décor du wagonnet, quand le réalisateur a fait les devis du décor, ils avaient des sommes astronomiques. Parce qu'une caméra 35 mm image par image, c'est énorme, avec ces magasins et autres. Et il y a quelqu'un à la production qui leur a dit, mais si on prenait un 24-36 à moteur, ils ont refait les devis, la différence de taille faisait une économie fabuleuse. Donc tout le film a été tourné image par image avec un Nikon F3 motorisé. Et chaque image, c'est de l'image par image, mais ça a été fait avec un F3. Alors bien entendu, Nikon a toujours été à l'écoute de ses clients. Il y a certaines versions militaires ou privées qui sont très très rares. Entre autres, vous avez ici le KS80. KS80 n'a pas été modifié par Nikon, mais c'était une société qui travaillait pour eux aux États-Unis. C'était fait pour les pilotes des avions de reconnaissance du Vietnam. Les avions de reconnaissance n'avaient pas de copilote. Il fallait que le pilote puisse piloter et photographier. Donc ce qui explique cette poignée. Le verrouillage de l'optique sur l'infini, parce que vu d'un avion, on n'a pas besoin d'être à autre chose qu'un infini, c'était un petit zoom 43-86. Et ça, c'est l'alimentation compacte qui n'existait pas à l'époque. Ça, par contre, c'est une autre rareté. Nikon s'est tout de suite intéressé aux Jeux Olympiques. Ça, on l'appelle le Sapporo. C'est un 7 images secondes, mais ils ne savaient pas à l'époque faire un 7 images avec un miroir fixe. Donc le miroir se relevait et on avait un viseur extérieur qui travaillait avec les focales de 180 et de 300 mm. D'ailleurs, ils ont sorti un 302.8 pour l'occasion. C'est vrai qu'on ne travaillait pas au grand angle pour faire de la photo rapide. Et il s'appelle Sapporo parce qu'il est sorti pour les Jeux Olympiques de Sapporo. Le Fundus, c'est un appareil qui était fait pour les ophtalmos. C'est un des tout premiers appareils qui permet de faire des photos de fond d'œil. Donc les ophtalmos l'approchaient de l'œil humain dans les années 60 et pouvaient photographier le fond de l'œil directement avec un Nikon. Alors, là, il faut que je vous raconte une petite histoire. 1960, Nikon décide d'aller à la photokina. Vous connaissez tous la photokina.
Et ils arrivent, et ils voient arriver, pendant qu'ils montaient leur stand, comme ici, qui étaient plus petits, hein, ils voient arriver des messieurs en costume avec des attachés-caisses qui leur disent en allemand, nous sommes les avocats de la société Zes Icon, dehors. Comment ça, dehors? Votre nom est une copie de notre nom, vous êtes interdits sur le territoire allemand, dehors. Ils ont pris leur clic et leur claque, ils sont rentrés au Japon. Mais comme ils ne sont pas bêtes et qu'ils voulaient vraiment attaquer le marché allemand, ils sont revenus avec des appareils qui étaient marqués Nikkor, comme les objectifs. Celui-là est marqué Nikon, mais les objectifs n'avaient pas le mot Nikon. Et les Allemands n'ont plus rien eu à dire, et pendant plusieurs années, ils ont pu travailler sous le nom de Nikkor. Et puis au bout de quelques années, les avocats de Zeiss ont dit « Bon, vous êtes plus connus que nous maintenant, donc allez, on abandonne les poursuites. » Mais pendant plusieurs années, les Nikon étaient vendus sous le nom de Nikkor. 1971, naissance du F2. Alors le F2, c'est mon préféré personnellement. C'est une évolution du F. Il était fabriqué de 71 à 80. C'est une vraie bête. Ils ont mis à profit leur expérience du Nikon F. Ils ont gardé le même principe. Ils ont gardé beaucoup de choses. Les verres de visée étaient utilisables. Les viseurs sans cellules étaient utilisables. Les optiques, bien sûr. Et très rapidement, ils ont sorti les versions AI qui se débarrassaient de la fourchette. La fourchette ne servait plus à rien. Mais elle est restée. Parce que Nikon pensait à ses anciens clients qui avaient des Nikon non AI, des boîtiers jusqu'au Nikon F2, F2S, F2SB, ou des F, et ils ne voulaient pas les pénaliser. Donc aujourd'hui encore, si vous achetez une AIS neuve, elle est équipée avec une fourchette. C'est la compatibilité Nikon. Alors le F2, c'est une bête. C'est un des plus gros systèmes jamais existants. Donc vous avez le fameux 6 mm de 8, vous avez ici, là il n'y a pas le 372-100, il n'existait pas. Enfin, vous avez des gros télés, vous avez des zooms, vous avez des moteurs de 150 vues, vous avez du 15 mm. Ça c'est une photo de 74-75, puisqu'il y a de l'EL. Voilà, alors c'était l'inventeur de dos assez important, voilà les dos de 150 vues, mais voilà aussi le dos 750 vues. Les fabricants de films pouvaient vous vendre du film en galettes de 30 mètres. Et bien dans le dos 750, vous pouviez mettre directement les galettes de 30 mètres et faire 750 photos. Alors c'est très lourd, hein. On ne le porte pas à la main. Hein. Moi, c'est sur pied. C'était fait pour faire de l'observation ou de la photo scientifique. On a besoin d'une série d'images à intervalles réguliers. Ils ont fait aussi des dos data. C'est-à-dire que voilà, là vous avez deux petites horloges. Vous les voyez, lui aussi est exposé dans la vitrine Nikon derrière moi. Des petites horloges Seiko qui permettaient d'imprimer, grâce à un système de flash intégré, la date et l'heure. Celui-ci était aux douanes de Marseille. Il photographiait tous les bateaux qui rentraient et qui sortaient du port. Comme ça, ils avaient une preuve des entrées-sorties du port. On le voit même en version 36 poses. Alors, là aussi, l'évolution de Nikon, c'est le boîtier ne permettait pas encore l'automatisme du diaphragme. Donc, ils l'ont fait en annexe. Vous aviez ici un DS. Ça, c'est un DS12. Qui se montait sur le côté du boîtier et qui venait mécaniquement tourner la bague de diaphragme. C'est-à-dire vous régliez une vitesse et en fonction de la cellule, le diaphragme se réglait automatiquement. Ça fait beaucoup de bruit, c'est lent, mais ça marche. Voilà une vague idée de tous les viseurs Nikon disponibles, y compris des très rares viseurs scientifiques qui servaient entre autres pour les fundus. Alors ça, c'est une bête aussi. Je vous ai montré tout à l'heure le Sapporo, cette image seconde. Celui-là, c'est le F2 HMD. Il montait à 10 images secondes, mais cette fois, le miroir est semi-transparent. Donc, il ne fait pas du flip-flap. La photo se prend à travers le miroir. Il a intérêt à être propre. Et vous tapez à 10 images secondes. Moteur spécial, double alimentation, boîtier titane. 1980, c'est la naissance du F3. Alors, le F3 était très décrié au début. Finalement, ça a été une tuerie. Il est resté 23 ans au catalogue. Il a été fabriqué jusqu'en 2001-2002. Et c'était certainement le boîtier qui a été le moins aimé au début, mais le plus fabriqué. Le F3, voilà la gamme d'optique. Voilà le fameux, ça c'est le 372-100, c'est pas le 1200-1700. Le 6 mm, enfin la gamme de matériel disponible en 1980 avec le F3. C'était la gamme la plus technique possible. Parce que nous, on est photographes de rue, mais il y a des photographes scientifiques, il y a des photographes de macro, il y a des photographes de sport, il y a des photographes qui font n'importe quoi. Nikon avait toujours le matériel pour eux. Alors le F3, c'est le premier boîtier électronique qui a eu donc les premières vitesses, priorité vitesse.
Non, pardon, priorité diaphragme, excusez-moi. Le priorité vitesse, c'est le F4. Lui aussi, compatibilité totale avec toutes les optiques, bien sûr. Alors, il y a eu des versions titane, titane chromé, titane noir, version d'eau 250 vues, très rare aussi. Tout ça, ça valait des fortunes. Alors, il travaillait déjà aussi pour l'armée. Ça, c'est l'US Navy. Celui-là, il était fixé directement sur des périscopes. C'est tout le système de fixation des périscopes. Donc, avec un système de tiroirs, les opérateurs des périscopes des sous-marins pouvaient faire des photos avec du F3. Là aussi, la suite du F3 après le F2 HMD, le F3H, qui montait à 13 images 5 par seconde, c'est-à-dire qu'en moins de 3 secondes, vous vidiez le film. Il n'y a jamais eu de dos 250 pour lui, parce qu'il y avait des problèmes de casse. Le film, il n'aimait pas. Ça allait trop vite pour lui. 13 images 5 par seconde. Alors, le F3AF, c'est le premier réflexe professionnel AF. En fait, c'est un presse-papier fabuleux. Il était très lent. Il n'acceptait que 2 objectifs, un 80 et un 200 mm, ou alors des optiques qui ouvraient à plus de 2, il n'y en avait pas beaucoup, avec un convertisseur spécial. Mais c'était les débuts. Alors, est-ce que vous vous doutiez que le premier autofocus, c'était un F2? En fait, l'autofocus n'est pas dans le boîtier, il est dans l'objectif. Ça, c'est une photo prise au musée à Tokyo. C'est un des rares prototypes qui fonctionnait. Donc, tout l'autofocus sous brevet américain, c'est Honeywell qui l'avait fait, était dans l'optique. Voilà. 1971 quand même. Hein. Alors, les appareils électroniques, il a bien fallu y passer. Et voilà le tout premier vrai autofocus, 1986. Alors chez nous, il s'appelait le F501. Pourquoi il s'appelle le 20-20? Parce que chez eux, c'est notre 10 sur 10. 20-20, ça veut dire une vue parfaite. Donc c'était le nom de l'appareil. Et le F301 s'appelait le N2000. Alors, le F4 était le premier appareil professionnel qui était autofocus, qui avait aussi priorité vitesse et priorité diaphragme. Ça n'a malheureusement pas été un succès pour 2 raisons. D'abord, il est arrivé très tard. Les Canon EOS étaient déjà sortis. Et son autofocus était lent. Pourquoi? Parce que Nikon, encore une fois, a voulu respecter ses clients. On utilise toujours la même baïonnette depuis 1959. Et aujourd'hui, ils n'en ont pas démordu. Alors que Canon a fait fi de tout ça. Ils ont balancé la baïonnette, ils en ont fait une nouvelle en disant les vieux clients, on s'en tape. Et ils ont tout changé. Nikon n'a pas voulu. Donc ils ont mis du temps. Le F4 en est la preuve. Il est aimé, mais il n'a pas eu le succès qu'il aurait dû avoir. Alors là, vous avez un modèle très rare. On appelle le NPS. Parce qu'étant donné qu'il avait une priorité vitesse, shutter, il y a des petits japonais malins qui ont dit à Nikon, on pourrait avoir des vitesses supplémentaires. Eh bien, ils ont fait un boîtier avec le 350 et le 750. On suppose qu'il y en a une cinquantaine qui ont été faits spécialement par Nikon Japon pour des reporters japonais. Il était introuvable en Europe. Il est au musée si vous voulez le voir. Version spéciale, le F5 anniversaire. Alors c'est le F5. Le F5 a été à mon avis le meilleur boîtier que Nikon ait jamais fait. D'ailleurs, ils ont repris du poil de la bête avec cet appareil. La presse unanime a signalé que c'était le meilleur appareil jamais fabriqué. L'autofocus était rapide, la cellule exposait de façon folle. C'était un boîtier hyper solide, viseur interchangeable. C'était une tuerie. C'est certainement le meilleur 24-36 réflexe. Si vous devez acheter un boîtier et acheter un F5, c'est une merveille. Et en 2002-2003, Nikon nous a sorti le F6. Alors, comment ça se fait que Nikon a sorti un boîtier en 2004? En fait, il est de 2002. En fait, l'armée américaine doit avoir des contrats énormes avec Nikon, qu'on ne connaît pas. Je ne connais pas les chiffres. Et ils se sont pointés en 2002 chez Nikon en disant on vient passer nos commandes. Nikon leur a dit on arrête le F5. Comment vous arrêtez le F5? Il dit oui, il n'y a plus de clients. L'argentique, il est condamné. Il dit mais par contre, dans nos cartons à dessin, on a un projet. Le projet F6. On ne saura jamais combien, mais l'armée américaine a signé. Peut-être 10 000, peut-être 20 000 boîtiers, on ne saura pas, sur 10 ans. Et Nikon a fabriqué le F6. Alors pour la petite histoire, il est au programme jusqu'en 2020. Il sera fabriqué jusqu'en 2020. Il continue à en sortir 30 par semaine en ce moment. Ça veut dire qu'il y a encore 30 personnes dans le monde, toutes les semaines, qui achètent un Nikon F6. Ce qui ne s'amuserait pas à produire s'il n'y avait pas de clients. Hein. Alors, il y a eu un autre monde que les gens ne connaissent pas trop, c'est le monde du silence. En 1960,
Jacques-Yves Cousteau a demandé à un ami belge de lui fabriquer un appareil étanche. Il voulait faire des photos depuis sa Calypso. De Wouters a créé cet appareil qu'on appelle le Calypso Photo, en hommage à Cousteau. Et il a été fabriqué pendant 1 an par Atoms, une petite société niçoise. C'était des objectifs Sombertio. Il n'y en avait qu'un, hein, 35 mm. Et puis au bout d'1 an, le petit atelier niçois, ils ont dit on est désolé, mais on perd de l'argent, c'est pas rentable, on arrête. Donc ils l'avaient mauvaise, ils sont allés taper à la porte de Nikon. Ils ont dit Monsieur Nikon, ça vous intéresse? Nikon a dit oui, et ils ont sorti les Nikonos. Donc il y a eu d'abord le Nikonos 1, qui est ici. Non, il est où? Oh, mais il n'est pas dessus, tiens. C'est bizarre. Il y a eu le Nikonos 1, qui était une copie très proche du Calypso. Ensuite, alors ils ont créé des optiques, parce que Nikon, ça fabrique en optique. Donc ils ont fait un 28, ils ont fait un 20, ils ont fait un 15 mm, un 80 mm. Et ils ont amélioré les boîtiers en les faisant toujours par réflexe. Et en 93, ils ont sorti une merveille, ils ont sorti le RS. Alors le RS, il descendait à 100 mètres sous l'eau. Il était autofocus, réflexe. Il y avait un 13 mm fisheye, un 20-35, un zoom, un 28 et un 50 macro. C'était le rêve de tous les plongeurs. Par contre, c'était le plus cher aussi. Hein. Aujourd'hui, ça vaudrait plus de 20 000 € le bébé. Hein. Alors, on ne peut pas ne pas parler de Nikon et de la NASA, parce que Nikon est étroitement lié à la NASA. Dès 1971, Nikon était présent. Voilà, tout le matériel utilisé au début, il y avait de la Hasselblad, bien sûr, mais pour votre information, la Hasselblad n'était qu'une seule fois sur la Lune. La NASA a eu tellement de problèmes qu'ils ont dit c'est fini, mais il a fait le premier vol. Donc, historiquement, il est important. Et ensuite, ils ont travaillé avec du Nikon. Du F3, du F, ça c'est une petite parenthèse générale. Il y a 2 types de F3. Il y a un F3 qu'on appelle small et il y a un F3 big avec le dos de 150 vues. Le voilà ici, le F3, vous le voyez, sur le côté de l'astronaute dans une petite combinaison qu'on appelle EVA. Et c'était l'appareil qui était le plus utilisé dans l'espace. Si vous avez regardé Thomas Pesquet, il est toujours en Nikon. Enfin, il était en Nikon, puisque là, il est redescendu. Il avait du D4S, du D4, que des optiques Nikon. Les Russes et les Américains, dans l'ISS, ont que du Nikon. Alors pour la petite histoire, j'ai demandé à des Japonais pourquoi Canon n'était pas là-haut, parce que vous doutez qu'ils meurent d'envie d'être dans l'espace, qu'on parle d'eux. Et le bilan, c'est fiabilité. La NASA n'a jamais voulu travailler avec Canon. Donc c'est toujours les Nikon qui sont là-haut. Voilà, vous avez Thomas Pesquet avec du Nikon. Pour l'histoire, la NASA vient de recevoir 53 Nikon D5, qui sont leurs dernières commandes, qui vont remplacer le stock de D4. J'en ai vu un, j'ai touché un D4 qui revenait de l'espace à Tokyo. Les gens de chez Nikon m'ont confirmé qu'il n'était absolument pas modifié en aucune sorte. Il est juste vérifié de façon intense. Et la seule chose qu'ils font, c'est qu'ils enlèvent les graisses d'origine pour mettre une huile très spéciale qui vaut 20 000 $ rien que pour mettre dans le Nikon D4. Parce que les huiles ne supporteraient pas les écarts de température et les écarts de pression. C'est tout. Sinon, l'appareil est standard. Voilà. Alors, vous savez comment ils tiennent les appareils? Avec des petits velcro. On a un F3 au musée, un F3 NASA. Il a plein de petits velcro bleus parce que pour les ranger, ils tiennent avec des velcro contre les murs. Puisqu'il n'y a pas de pesanteur. Alors, cette année, Nikon a eu, comme c'était le 100e anniversaire, Nikon a fait une expo spéciale sur des prototypes. Des appareils qui ont été soit testés, mais jamais fabriqués. Et j'ai eu la chance de récupérer quelques images. Entre autres, vous avez ceci, c'est un 6-7 qui a été fabriqué avec 3 objectifs. C'est du proto, il n'y a jamais eu rien d'autre. Vous avez un système macro qui n'a jamais été vendu non plus. Vous avez un Nikon F demi-format. Vous voyez, c'est un 18-24. Vous avez un SP à cellule intégrée. Ils avaient pensé à faire, mais le Nikon F étant sorti, ils ne l'ont pas fait. Vous avez du Nikon 16 mm, l'équivalent des Minox. Ils ne l'ont pas sorti non plus parce qu'ils ont dit c'est fini, le marché est terminé, on ne va pas le faire. Vous avez du matériel de cinéma. Là aussi, Nikon a arrêté parce qu'il y avait trop de dumping apparemment. Les gens cassaient trop les prix. Et alors, les Nikon qui n'existent pas. J'ai voulu vous montrer plusieurs choses. En 60, Nikon avait besoin d'un boîtier pas cher pour que les gens s'habituent au monde Nikon.
ceux qui ne pouvaient pas acheter un Nikon F, ça valait une fortune à l'époque, avaient besoin d'un 24-36. Donc ils ont demandé à Mamiya, ceci était fait par Mamiya, de leur faire un boîtier économique qui s'appelait le Nicorex F. Ce Nicorex F, il a une durée de vie assez courte, puisqu'en 65, le premier Nicormat est sorti, et ils ont donc dit à Mamiya, stop, on vend les nôtres maintenant. Le Nicorex n'existe pas en noir. Eh bien si, il y a eu 200 exemplaires commandés par l'armée suédoise qui ont demandé une série de noirs. Voilà un des boîtiers. Officiellement, il n'existe pas, mais il y a quand même une série de 200. Mais il y a beaucoup plus rare. En Allemagne, vous vous rappelez tout à l'heure, je vous ai dit que les Nikon étaient interdits. Donc, l'importateur allemand, il voit arriver un Nicorex F. Il dit à Nikon, écoutez, vous êtes gentil, mais Nikkor F, Nicorex F, mes clients, ils ne vont pas comprendre. Est-ce qu'on peut demander une modification à Mamiya? Et Mamiya dit OK. Ils ont fait un Nikkor J pour Junior. Alors ce boîtier, il a une durée de vie hyper courte, parce que c'était 65, c'était la sortie du Nikon F, du Nicormat, et on n'en connaît que 14 dans le monde. Il y en a eu forcément plus, mais marché allemand, marché qui n'était pas très porteur pour Nikon, ils achetaient du Zeiss, ils achetaient du Contax, ils achetaient tout sauf du japonais, surtout du japonais bas de gamme, parce que c'était quand même pas des bêtes. On n'en connaît que 14. Mais celui-là, on ne le connaît pas. Il n'existe pas officiellement. Le Nikkor J noir. L'importateur allemand m'a juré ses grands dieux qu'il ne l'avait jamais eu. Nikon ne le connaît pas. Ce qu'on suppose, c'est que Mamiya en a fait une petite série, peut-être une dizaine, peut-être une vingtaine, on ne saura jamais. Et comme Nikon a stoppé l'ordre de fabrication, bah, ils se laissent au goût frais, comme on dit. Et ils ont dû partir sur le marché parallèle aux États-Unis, parce que celui-là, je l'ai trouvé aux États-Unis. Mais il n'est sur aucun catalogue, sur aucun tarif, il n'existe pas. Voilà, donc le plus important, je vous l'ai dit, cette fameuse baïonnette qui a été créée en 1959 et qui aujourd'hui encore accepte des optiques qui ont 40 ans. Ce 13 mm, il est 1976. Et bien, il marche sans problème sur un boîtier de 2017. Voilà. Merci à vous. Je crois qu'on peut l'applaudir. Belle performance. Merci Thierry.